Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité ce mardi est Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Jean-Christophe Fromentin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Et avec moi sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour. Et Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes. Bonjour, merci d'être avec moi pour co-présenter l'émission. Chers internautes, vous connaissez le principe, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission et poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Jean-Christophe Fromentin, cette semaine marque exactement la mi-mandat de François Hollande. Alors rapidement, un mot pour qualifier ces 2 ans et demi passés à l'Élysée. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il est en permanence à la recherche d'un cap. Vous voyez, comme une boussole qui ne fonctionne pas sur un bateau et qui a du mal à dire je vais là, je vais là, je vais là, et à déterminer là où il va aller. Et ça, je crois qu'on est en permanence dans cette espèce d'attente qui fixe un cap, le sien, celui qui pense être le meilleur pour la France, et qu'ensuite ils prennent les dispositions pour tenir ce cap, qui est un peu de visibilité pour tous les Français, entrepreneurs, ménages et tous ceux qui ont des décisions à prendre. Sur le fond, vous pensez que c'est 2 ans et demi d'échecs ? Écoutez, de tergiversation. Il y a beaucoup d'échecs, de mon point de vue, dans les politiques publiques, mais au-delà de l'échec, vous voyez, c'est l'hésitation, c'est la tergiversation, c'est le débat interne au Parti socialiste, c'est la majorité qui se délite. C'est finalement tous ces éléments qui donnent l'impression que justement le capitaine n'opère pas à la tête du navire. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus troublant pour tous les Français. C'est de voir finalement un bateau à la dérive. Et il est temps qu'ils reprennent le cap et qu'on se tienne à une direction, à un projet, à même des éléments sur lesquels tout le monde peut se raccrocher. Majorité, opposition, ménage, investisseurs, emprunteurs. Tout le monde est en permanence dans l'attente de quelle nouvelle mesure va défaire celle prise l'année dernière, etc. Et cette situation est extrêmement compliquée. Vous dénoncez un problème de méthode. Vous pensez qu'il a été dans le flou pendant 2 ans et demi, un flou qu'il a entretenu délibérément, votre avis ? Je pense que c'est un flou qui est quasiment consubstantiel de la manière dont évolue le débat politique, où on a plus finalement de chances de prendre le pouvoir en faisant du président bashing qu'en ayant l'audace de proposer des choses nouvelles. Et du coup, le risque pour la droite, c'est de tomber dans le même piège. C'est de dire, mais enfonçons la tête sous l'eau au maximum à la majorité actuelle et au président de la République, et le pouvoir nous reviendra comme un balancier. Et c'est même pas la peine de faire des propositions, de prendre le risque d'aller sur des aspérités qui pourraient gêner les Français. Jouons plutôt l'échec de l'autre plutôt que les propositions de notre équipe. Vous voyez. Et c'est comme ça qu'a gagné Hollande, ce qui explique qu'il se retrouve dans le bain complètement paniqué, sans savoir où aller, avec quelques mesures programmatiques, mais aucun projet, aucune vision. Et je pense que si la droite joue le Hollande bashing comme ça pour prendre le pouvoir, elle prend le risque d'être élue, elle sera élue. Chacun aura son ministère, tout le monde sera content. Mais pour faire quoi ? Pour quelle vision ? Pour quel projet ? Pour quel programme ? On va voir si c'est plus clair et plus prometteur au centre. Donc vous êtes une des figures de l'UDI, vous avez été même candidat à la présidence de l'UDI. Vous apportez votre soutien pour le second tour à Hervé Morin. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le fond qu'est-ce qui vous rapproche ? Parce que j'avais cru comprendre que sur les questions sociétales, par exemple, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Alors, moi j'ai fait ma campagne sur plusieurs éléments, 3 éléments qui sont à mon avis les grands marqueurs du centre. C'est de dire le projet de réorganisation des territoires, de l'État, voire de nos institutions, doit partir des territoires. Les territoires sont un point de départ dans un projet politique. Et c'est ce qui nous différencie fortement de l'UMP, par exemple, qui a une vision plus jacobine, plus descendante, alors que nous, à l'UDI, on doit avoir cette audace d'une vision ascendante. Le deuxième élément, c'est de remettre l'entreprise au cœur des politiques économiques et sociales. C'est de considérer que l'entreprise, elle est l'élément de dynamisation du pays, elle est aussi l'élément principal au cœur des politiques sociales si on veut redonner demain des équilibres et des perspectives à notre pays. Et le troisième marqueur, c'est de faire de l'Europe ce tiers de confiance finalement entre la France et la mondialisation et de retrouver une ambition pour se réintermédier dans un monde qui nous fait peur. Sur ces 3 critères, Hervé Morin est mieux placé selon vous que Jean-Christophe Lagarde. Écoutez, moi j'ai vu les deux et je leur ai dit qu'il y avait 5 points. Ces 3 points, qui sont les 3 points essentiels de projet pour que l'UDI ait vraiment une présence dans le débat politique, fort d'éléments très particuliers, très singuliers, très différenciants. Le 4e point, dans le désordre, c'était qu'on regarde vraiment sur le fond
à la rénovation des partis politiques, parce que je ne peux pas me résoudre à entendre 92% des Français qui disent on ne fait plus confiance aux partis politiques. Les partis politiques sont constitutionnellement l'interface entre les Français et nos institutions, et quand il y a 92% de défiance, ça ne marche plus, plus rien ne marche, quoi. Et le dernier point, c'est justement sur les sujets éthiques ou les sujets de société, et en particulier sur l'éthique politique, d'être dans une démarche honnête, dans une démarche transparente, dans une démarche claire. Et de ce point de vue-là, Hervé Morin a rejoint ces points, et pour moi, l'essentiel était pris en compte. Et du coup, je voterai pour Hervé Morin, effectivement, au deuxième tour des Qu'est-ce qui vous gêne dans le programme de Lagarde ? Dans les propositions de Lagarde. Le sujet de société. Concrètement. Très concrètement, le sujet de société. Tu vois, Morin a voté contre la loi Taubira, Lagarde a voté pour la loi Taubira. Et bon, voilà, ça c'est un. Alors, on n'est pas dans la même échelle. Vous voyez, moi, je ne suis pas de ceux qui mariage disent. Pour tous. Mariage pour tous, c'est à comparer avec la fiscalité, la réforme territoriale. C'est une autre valeur. C'est sur une autre échelle de valeur, ces sujets de société. Pour autant, voilà, ils sont vraiment dans la grille de lecture d'un engagement politique, pour moi en tout cas. La politique n'est pas un métier, je ne le considère pas comme un métier, il faut le faire de façon professionnelle, mais ça n'est pas un métier, c'est un engagement. Et cet engagement, il doit être inspiré en permanence par des valeurs, et notamment ces sujets de société participent des valeurs qui, pour moi, motivent mon engagement politique. Au premier tour de la présidence de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde a fait plus du tiers de ses voix uniquement en Seine-Saint-Denis. Quel sentiment ça vous donne ? Ça, c'est un vrai sujet qui nous inquiète, parce que, surtout pour un parti qui se dit le parti des territoires, de la subsidiarité, de la France, dans un parti qui compte d'un territoire. Énormément d'élus locaux. 23% à Drancy. Et là, il y a un problème, qui d'ailleurs est un problème qui se pose au système des partis politiques aujourd'hui, où chacun, fort de sa capacité à faire du clientélisme, attire un maximum dans sa commune, dans son département, dans son fief, et comment dire, transforme complètement le scrutin, qui n'est plus sincère. Et si effectivement on a des chiffres dissymétriques comme ça, qui sont le fruit d'un travail de persuasion dont je ne sais pas quels sont les tenants et aboutissants, on n'a pas, dans un scrutin comme celui qu'on a à l'UDI, une sincérité de l'expression des électeurs. Ça atteindrait la légitimité de Christophe Lagarde s'il était élu dans ce... Écoutez, c'est un vrai sujet. Hein. Moi, j'ai fait un référé d'erreur avant le premier tour, justement pour souligner des dysfonctionnements dans la gestion du fichier, dans la géographie également du fichier. J'ai moi-même pas reçu de quoi voter au second tour, donc je ne pourrais probablement pas voter au second tour. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, il faudra m'expliquer pourquoi il y a aussi tous ces dysfonctionnements dans le système des fichiers. À la dernière réunion de la commission qui gère ce dispositif au sein de l'UDI, l'huissier de justice qui est mandaté a dit qu'il avait des éléments qui pourraient être de nature à informer Tracfin. Vous voyez, moi ça m'a alerté et je l'ai saisi officiellement en lui disant de faire toute la lumière sur les déclarations d'un huissier de justice qui, fort de sa qualité d'officier ministériel, signalait ça devant 15 personnes, où les 4 candidats étaient présents. Donc je crois, vous voyez, que les partis politiques aujourd'hui ne sont pas assez contrôlés, surveillés, compte tenu du poids qu'ils ont dans nos institutions. Vous êtes en train de nous dire que cette élection, elle est pipée. Je suis en train de m'inquiéter sur la manière dont est organisée cette élection, dont elle est contrôlée. Et je serai jusqu'au bout du dispositif extrêmement vigilant, parce qu'on ne peut plus se permettre, dans aucun parti politique, d'avoir des doutes sur la sincérité d'un scrutin. C'est trop important. On serait dans un club de pétanque, de philatélistes ou de je sais pas quoi, chacun fait ce qu'il veut, après tout, c'est son problème. On est dans des partis politiques sur lesquels il y a une défiance terrible. 90% des Français disent on ne fait plus confiance aux partis politiques. Et dans ces partis politiques que la Constitution a donné, à qui elle a donné le monopole, le vrai monopole de la présence à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les gouvernements de fait, et qu'on est en train de renforcer avec des dispositifs comme les primaires ou le non-cumul des mandats. Quand les partis politiques ont un tel rôle, quand la France est dans une telle situation avec des besoins de réforme et de changement de modèle, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir un système qui ne soit pas complètement transparent. On a une réaction de Jacques, je vous la soumets. Il nous dit « Les tensions sont trop fortes dans notre formation », ce qui fait comprendre qu'il est probablement au sein de l'UDI. Il nous dit « Le parti radical se déchire. Les dirigeants de l'UDI seront-ils capables de s'entendre à nouveau une fois le président élu ?» Et si vous voulez, le sujet, dans tous les partis, il y a des guerres. Dans tous les partis, il y a des luttes fratricides. Dans tous les partis, il y a ce type de problème. Et après, il y a 2 attitudes possibles. Soit on est dans le système,
on dit rien, on négocie peut-être sa place, et puis finalement on s'en accommode. Et puis il y a une autre attitude qui est la mienne, et j'espère il y en aura d'autres dans d'autres partis, qui dit on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas se résigner, on ne peut pas se résoudre, on ne peut pas ne pas dénoncer les choses qui ne vont pas, parce que c'est l'avenir de la confiance, l'avenir des partis politiques qui est en jeu. Et donc je ne veux pas me résoudre à ne rien dire, je ne veux pas me résoudre à accepter, à entendre les choses, à voir les choses sans rien dénoncer. C'est vraiment, dans tous les partis, l'éthique que chaque homme politique devrait avoir. Quand l'UMP est devenue une agence événementielle, vous voyez, et que personne ne disait rien, ça apparaît maintenant. Vous étiez au courant, vous ? Non, parce que je n'avais pas affaire à l'UMP, puisque je ne suis pas dans ce parti. Et quand le PS vit des scories aussi, quand le Parti communiste trichait sur aussi des listes d'électeurs il y a quelques années, tous ces scories finalement que vivent les partis politiques, soit on fait carrière en politique, alors on dit rien, on dit oh là là, ma carrière pourrait en être perturbée, donc je garde le truc, je dis rien, je négocie, je dis écoutez, je dis rien, mais vous me laissez une investiture. Et vous pensez que le clan Morin, comme le clan Lagarde, ça. peuvent s'entendre sur cette éthique-là et collaborer de façon intelligente? Écoutez, je pense que de toute façon, on arrivera à retourner la situation de la France si on retrouve une perspective de confiance. On retrouvera une perspective de confiance si on est honnête, transparent, clair dans son engagement politique. Et si on est responsable, c'est ce qu'on comprend dans votre discours, l'UDI justement n'aurait-elle pas vocation à s'unir avec la droite pour qu'elle se qualifie au second tour des présidentielles dès le premier tour par exemple? Vous savez, le sujet n'est pas de faire des alliances d'appareils. C'est exactement ce que dénoncent beaucoup de Français en allant vers le Front National. C'est dire c'est un système, ce sont des appareils, peu importe ce qu'il y a dedans, mais ils s'accordent, ils s'arrangent pour être sûrs de passer. Et si vous voulez, le sujet pour moi, il n'est pas de dire on fait une alliance d'appareils UDI-UMP et de dire on travaille à l'UDI et d'inviter l'UMP à faire la même chose, et j'espère qu'ils le font, à travailler sur le fond, à dire quelle solution on a pour changer le modèle en France, pour redonner de la compétitivité. Et peut-être on s'apercevra que les projets sont très compatibles, pas compatibles du tout, difficilement compatibles, ou compatibles à condition de passer du temps pour les accorder. Et c'est ce qu'attendent, je crois, les Français. C'est pas de nous voir faire des alliances d'appareils, c'est de nous voir travailler sur le fond, imaginer les solutions, les construire en amont, et le jour où on gouvernera, ne pas faire des alliances qui soient contre nature, qui soient dissymétriques en termes de projets, mais des alliances, si une alliance il y a, qui soient convergentes. Jean-Christophe Froment, excusez-moi. 2017 reste quand même une échéance importante, ne serait-ce que sur le plan institutionnel. Est-ce que vous accepteriez le principe de primaire ouverte avec l'UMP ? Et non, moi je ne suis pas sur le sujet des primaires. Vous voyez. On a un système à 2 tours. On a des institutions, elles ne se sont pas construites avec une primaire à droite, une primaire à gauche, il n'y a pas 3 tours. Vous voyez. Donc je ne vois pas le sens des primaires. Vous voyez. Que l'UMP fasse des primaires pour départager au sein de l'UMP ses candidats, c'est une chose. Peut-être l'UDI aura besoin de faire ses primaires internes, j'en sais rien. Mais le sujet n'est pas une guerre d'hommes providentiels, un combat entre super-héros pour savoir qui va être le super-héros final. Oui. Projet contre projet, c'est votre discours. C'est ça le sujet. Quoi. Justement, si vous excluez de présentation en primaire, mais même quoi qu'il se passe, est-ce que le président nouvellement élu dans 10 jours de l'UDI aura naturellement vocation à représenter vos couleurs en 2017, ou est-ce qu'il faudra à nouveau désigner un nouvel homme pour vous présenter pour ces échéances-là? Moi, je pense que l'UDI a vocation à être présent aux élections présidentielles. L'essence même d'un parti politique, c'est de gouverner. Et pour gouverner, il faut jouer ce grand moment de rencontre avec les Français sur un projet. Pas sur un homme providentiel, sur un projet. C'est peut-être toute ma différence avec beaucoup d'acteurs politiques. Une fois que vous aurez un président du DI, il va de soi qu'il incarnera la ligne du parti. Pas forcément. Pas forcément. Et je pense qu'incarner... et c'est pour ça qu'il y a le débat beaucoup dans les partis aujourd'hui. Est-ce qu'un président de parti doit être le candidat au présidentiel ? Je pense qu'un président de parti n'est pas forcément un candidat au présidentiel. Il peut l'être, il peut ne pas l'être, mais c'est celui qui va incarner un projet, pas un parti. Mais un parti, c'est un petit truc, quoi. Parti, c'est 50, 100 000, 150 000 adhérents. Vous voyez. Donc le patron d'un parti, il représente peanuts par rapport à la France. Vous voyez. Donc le sujet, c'est pas est-ce que celui que les 50 ou les 100 000 ou les 200 000 personnes d'un parti ont désigné comme leur champion
qui va représenter et gouverner la France. Le sujet, c'est est-ce qu'un parti qui présente un projet peut faire en sorte que ce projet soit incarné par quelqu'un qui l'a travaillé, qui l'a vendu, qui a convaincu les Français au-delà du parti d'y adhérer et qui, à ce moment-là, a la légitimité, a la puissance, a la force pour porter ce projet devant les Français. Dans votre livre « La France réconciliée », vous parlez, vous appelez à changer de logiciel politique. Bon, mais c'est une formule employée par beaucoup, elle est un petit peu vague, on voit bien l'intention qu'il y a derrière ça. Mais au-delà de cette parole, au-delà de ce slogan, est-ce que le problème n'est pas plus dans la méthode pour gouverner, pour réformer, que dans l'annonce elle-même des projets? Parce qu'il y a à peu près un accord sur un certain nombre de choses. Il faut dépenser moins, il faut soulager la fiscalité, il faut... Bon, on voit bien des directions et personne n'arrive à le faire. Non, mais vous avez raison, les solutions, on les connaît. Il faut alléger la France, basculer le produit de cet allègement vers les entreprises, vers les ménages pour relancer les deux moteurs. Et je crois que c'est une affaire de courage, d'audace. Mais ça se heurte à quoi? Ça se heurte à la professionnalisation de la vie politique. Quand vous faites carrière, quand vous avez été attaché parlementaire à 25 ans et vous rêvez d'être sénateur à 80 ans, quand vous êtes dans cette trajectoire, vous ne voulez aucune aspérité, vous ne voulez prendre aucun risque, vous prenez le risque minimum. Donc tout ce qui pourrait être de nature à renverser le modèle, à retourner le modèle, peut avoir des dégâts collatéraux sur ceux qui ont fait métier dans le modèle, voyez, et qui sont incrustés, qui sont bloqués dans le modèle. C'est ça dans la vie des entreprises. Vous voyez, tous ces grands retournements de modèle économique qu'on voit dans les médias, dans l'industrie, dans tous les secteurs, il est clair que ça remet en cause beaucoup de gens. Ceux qui avaient fait des petites rentes de situation dans ces entreprises. La politique, c'est pareil. C'est une multitude de rentes de situation. Des petits barons locaux, des petits fiefs, des petits postes de cabinet, des petits postes de fonctionnaires détachés. Vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez décider de bouger des gens, de changer de stratégie, etc. Mais en politique, c'est l'électeur qui... Mais oui, mais l'électeur, est-ce que vous ne croyez pas que, justement, il nous dit tous les jours « j'en ai marre du système ». Oui. Il nous le dit tous les jours, donc il dit « soyez anti-système, renversez la table, ayez l'audace de renverser la table ». Alors il y en a qui ont des grands discours velléitaires, le Front National qui veut renverser la table avec des solutions qui ne mènent nulle part. Et nous, on est finalement pas capable aujourd'hui de montrer qu'on est prêt aussi à renverser la table. Parce que les gens nous disent « mais vous êtes plein de petites rentes de situation, personne ne va oser renverser la table ». Et je crois, moi j'ai fait ma campagne à l'UDI en disant il faut qu'on ait cette audace transgressive quelque part, qu'on soit prêt à renverser la table. Mais ça veut dire qu'il faut faire appel au peuple, il faut des référendums, il faut prendre les grandes décisions dans les 3 premières semaines. Savez, il faut oser présenter un projet courageux aux Français. Quand je me suis présenté à Neuilly, m'a dit Fromentin, t'as zéro chance, zéro chance. T'as l'UMP hyper puissante à Neuilly, le président de la République qui vient d'être élu, qui a son candidat porte-parole à l'Élysée. Et j'ai démarré tout seul, oui, je n'avais pas de réseau, je n'avais rien. Et 6 mois après, son candidat ne pouvait même pas aller au bout et j'ai été élu avec plus de 60% des voix. Parce que quand on s'adresse aux Français, à la société civile, pas ceux qui sont encartés, à ceux qui sont 99% des Français, mais ils ont une capacité politique, ils ont un pouvoir d'électeur, ils ont un pouvoir de se mobiliser. On va développer un petit peu. Et c'est là-dessus, je crois qu'on a vraiment intérêt à miser. On va passer notre séquence pour ou contre qu'on a décidé de consacrer aux idées que vous développez dans votre ouvrage, La France réconciliée, en vous soumettant 3-4 idées importantes que vous développez. Et on va commencer par la première qui concerne l'identité française. Est-ce que vous êtes pour ou contre des cours de laïcité à l'école? Non. Pourquoi? Oui, je pense qu'il y a des domaines comme ça qui sont des domaines de l'éducation, de la famille. Oui. L'école a vocation à développer de la connaissance, oui, et pas à reprendre ce genre de faire des cours de laïcité. Voilà. Faisons confiance aux parents, essayons d'aider les familles. C'est dans ce cercle familial que finalement cette éducation, ces valeurs doivent s'apprendre. Un point sur l'entreprise et la politique de l'offre que vous appelez de vos voeux. Faut-il, selon vous, un contrat unique et faut-il permettre aux entreprises de licencier sans motif ? Il faut changer le contrat de travail. Aujourd'hui, il n'y a plus que 12% des gens qui sont embauchés avec des contrats à durée indéterminée, donc force est de constater que ça ne marche plus. Moi, je suis pour travailler sur cette formule de contrat unique avec ce système de gain de points qui permet aussi de se former, de se mettre à niveau. On est dans un monde qui bouge sans arrêt. Donc, salarié du 21e siècle, c'est un salarié qui doit être aussi très évolutif, très à l'écoute, prêt à changer de métier, à changer de vie, à changer de territoire. Et donc, je crois que un contrat unique, une trajectoire comme
comme ça qui alternent formation, emploi, remise en cause, pourrait être un modèle extrêmement intéressant, extrêmement moderne finalement, de réconciliation entre le travail et l'entreprise. Ouais. Est-ce que vous êtes pour ou contre la carte territoriale que vient de voter le Sénat avec 15 régions ? Je suis contre. Hein. Je suis contre parce qu'il n'y a aucune inspiration, il n'y a aucun fil directeur, il n'y a aucune structuration de ce débat. Qu'est-ce qu'une grande région dans la mondialisation ? C'est une région qui répond à quelques critères, des critères de taille critique. Vous aviez proposé ça d'ailleurs. Voilà. Les travaux que j'ai faits pendant 2 ans. 8 pôles régionaux. 8 pôles régionaux construits sur une batterie de critères avec à peu près 200 pages de travaux qui accompagnent cette carte, en disant en gros le territoire de développement d'avenir, il doit avoir un seuil critique, une taille critique, notamment pour mobiliser des moyens, des ressources financières, pour réinjecter dans l'économie et dans les infrastructures. Il doit être connecté à l'hinterland des grands ports maritimes français. C'est les grands corridors finalement qui redonnent à nos territoires un lien avec la mondialisation. Et enfin, ces nouvelles échelles doivent être construites dans cette idée d'avoir des économies complémentaires. Vous voyez, parce que les aléas de l'économie mondiale fait que finalement un secteur peut marcher, puis ne plus marcher, se remettre en cause. Et beaucoup d'économistes ont travaillé sur l'équilibre d'un territoire. Donc vous visiez une France dans la mondialisation et non pas Comment vous qualifieriez ces cartes ? C'est du charcutage, c'est du... Le problème de la carte de la réforme territoriale, c'est qu'on ne sait pas quel est l'objectif. L'objectif n'est pas de faire des économies, puisque c'est peanuts, les économies. On est parti à 17 milliards, on est à 2 milliards maintenant, et moi je suis convaincu que ça générera plutôt des coûts que des économies. Donc ce n'est pas un objectif d'économie. Ce n'est pas un objectif de remettre aussi nos territoires en capacité de développement, de croissance, parce que justement tous les critères qui présideraient à ce moment-là à une réforme qui mettent nos territoires en situation de développement, de croissance, ne sont pas tenus. Donc je ne comprends pas le sens de cette réforme, et je vois à l'Assemblée comme au Sénat, des calculs d'apothicaires, des calculs de barons qui finalement ajustent leur territoire par rapport à des perspectives politiques et non pas à des perspectives d'aménagement, de développement territorial. Autre question institutionnelle, réformer le Sénat pour le fusionner avec le Conseil économique et social ? Et en faire une assemblée des territoires. C'est-à-dire que je suis convaincu que le bicamérisme moderne, c'est un bicamérisme où l'Assemblée travaille sur les grandes missions régaliennes avec une approche politique, et que le Sénat, ou que j'appelle l'Assemblée des territoires, dans une réforme constitutionnelle que je souhaiterais, devrait être l'émanation de la représentation des territoires, des régions, des métropoles et des grands acteurs territoriaux, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Et que chaque texte soit soumis à la fois à la lecture des acteurs des territoires, ceux qui vont mettre en développement ou en mouvement les textes, et ceux qui ont une approche politique. Et on aurait là un bicamérisme extrêmement complémentaire, alors que là on a un bicamérisme 2 fois politique, puisque les sénateurs ont une approche politique et pas une approche territoriale. On va passer à une séquence qui vous est chère, on va passer au chapitre consacré à l'exposition universelle, le dossier que vous portez. Exposition universelle dont Paris pourrait être candidat en 2025. Le consensus paraît général sur le dossier. Est-ce qu'il n'est pas quand même plus grave ou plus difficile à gérer pour ceux qui portent le dossier d'échouer plutôt que de ne pas présenter de dossier? Est-ce que c'est pas plus confortable? C'est sûr qu'on prend un risque quand on lance un grand projet comme ça. Mais en même temps, vous voyez, je crois que c'est fondamental d'abord d'avoir une perspective positive, une perspective qui rassemble les Français, qui remettent la France en mouvement et qui envoie un signe à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on est en train de laisser à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants pour demain? Quand même que des problèmes, que des dettes. Et donc, si on peut laisser à nos enfants un truc positif, c'est de dire en 2025, le monde va se réunir en France. L'Expo universelle sera l'occasion de rejouer finalement tous les atouts, toutes les valeurs d'un pays comme le nôtre. Et j'ai beaucoup travaillé sur la contribution des expos au 19e siècle. La France a fait quelques grandes expos universelles, à un moment où la France doutait. Elle doutait sur son modèle, elle était en crise politique quasi permanente. Elle avait des Français qui étaient un peu désespérés parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des émergences de nouveaux pays qui les remettaient en question. Et les expos universelles ont été ces grands marqueurs de progrès qui ont qualifié la France au XXe siècle en matière économique et industrielle. Et je crois qu'il faut retrouver cet accélérateur, ce catalyseur, et qu'une expo universelle peut être un excellent catalyseur,
Certes, c'est un risque, mais voilà, on est obligé, il faut aujourd'hui prendre des risques. Pour Et en réussir, termes de il faut avoir tout le monde avec soi. Là, vous avez tout le monde. Oui, il y a un très beau consensus. Ouais. Gauche-droite, politique territoriale, politique nationale, grande entreprise, start-up, PME, grandes écoles, universités, artisanat. Il y a un comité extraordinaire, grandes entreprises françaises qui soutiennent et qui financent. Justement, en termes financiers, comment est-ce que... qui va financer? Alors la discipline que j'ai annoncée dès le départ, c'est qu'on ne ferait pas appel à des fonds publics. Donc dès le départ, dès le premier travail, depuis 3 ans, tout est financé par du sponsoring, par du mécénat d'entreprise. Donc j'ai un premier budget qui est un budget de 5 millions que j'ai financé avec des entreprises françaises. J'ai un deuxième budget qui est un budget d'en gros 50 millions pour porter officiellement la candidature à travers le monde. Et là, on est en train de bâtir le modèle économique pour être aussi autonome financièrement dans ce deuxième modèle. Et puis dans la troisième séquence, qui est la séquence si la France a, ce qu'on espère, l'exposition universelle, on a construit un modèle où on utilise l'existant. On utilise le patrimoine contemporain, historique, on utilise les moyens de transport actuels et en devenir, avec notamment le Grand Paris Express. Et donc on a un modèle d'expo universelle qui n'est pas consommatrice d'argent public et qui essaye au contraire de valoriser l'existant, avec probablement un grand emprunt obligataire qui permettra aux Français de participer finalement au financement, au préfinancement de cette expo et d'être ensuite de toucher un remboursement des intérêts à l'issue de l'exposition, parce qu'à la différence des JO, les expos universelles sont souvent bénéficiaires et donc sont aussi une source de profit intéressante. Je vous soumets une question de Sophie. Une expo universelle, nous dit-elle, sans construction majeure, comme la Tour Eiffel ou le pont Alexandre III, c'est la preuve que la France n'a pas les mêmes ambitions qu'auparavant. Le projet est-il trop sobre? Non, d'abord, si vous voulez, il faut voir qu'à cette époque, on s'exprimait surtout par l'architecture. Aujourd'hui, on peut toujours s'exprimer par l'architecture. Et il y aura bien entendu probablement quelques monuments emblématiques. Mais des symboles, on a eu un retour extrêmement intéressant. On a travaillé avec des centaines de jeunes et qui nous ont dit c'est pas tant l'exposition, c'est-à-dire affirmer avec des monuments partout, des pavillons. C'est pas ça qui nous intéresse au XXIe siècle. Ils disent ce qui nous intéresse, c'est l'échange d'expériences, c'est la rencontre. C'est finalement, au XXIe siècle, le risque de voir chacun rester chez soi, d'avoir uniquement des amis sur les réseaux sociaux et de donner un grand moment de rencontre, de coproduction sur des grands enjeux, mais un moment où on va se retrouver. Et c'est un peu l'idée, la philosophie avec laquelle on aborde cette exposition universelle, c'est de dire, bien entendu, il y a le mot exposition qui reste dans l'événement, mais c'est plutôt l'expérience universelle qu'il faut travailler. Les grands monuments au XXIe siècle sont immatériels. Ils seront aussi immatériels, probablement, effectivement. Ils seront, bien sûr, il en faudra pour garder la mémoire de ce rendez-vous de 2025, mais pas dans les mêmes proportions qu'au XIXe siècle. Il y a Hugo qui vous pose une question également. Paris a toujours organisé des expos universelles pour mettre en avant la civilisation européenne et française. Et il vous demande quel est le message de celle-ci. Vous avez un peu parlé du message en direction des jeunes français, mais il y a un message extérieur. Il y a effectivement un thème à trouver. Et la valeur sous-jacente à ce thème, sur laquelle on travaille, c'est l'hospitalité. C'est dire, en fin de compte, dans ce monde du XXIe siècle, on a un risque de standardisation, d'isolement, et il faut refaire naître l'idée d'hospitalité. L'hospitalité, c'est 2 choses. C'est l'accueil de l'autre, c'est une valeur humaine extrêmement forte que la France doit travailler en permanence. Et là, l'hospitalité, c'est aussi avoir quelque chose de différent à montrer à l'autre. C'est la culture, c'est les paysages, c'est les territoires, c'est la gastronomie, c'est tout ce que finalement un pays a de différent et qui peut mettre dans cette équation mondialisée qui a un risque de standardiser le monde entier demain. C'est justement, on ne fait pas de l'hospitalité une valeur universelle. Et je crois que la France, par sa diversité, sa richesse territoriale, par sa tradition aussi d'ouverture, pourrait faire de l'hospitalité le grand thème de cette expo universelle. Est-ce que cette exposition universelle signifie que le projet de Jeux Olympiques pour 2024 est abandonné ? Ça, il appartiendra au chef de l'État d'arbitrer. Alors nous, on est plutôt rassurés puisque l'État, via le Premier ministre, a annoncé il y a quelques semaines qu'il soutiendrait la candidature de la France à une exposition universelle. Voilà, après c'est un sujet effectivement compliqué pour le gouvernement. Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il faut concentrer là où on a le plus de chance? On n'a pas accueilli d'expo universelle depuis 1900.
On a accueilli 2 expos internationales en 34 et 37, mais pas d'expo universelle depuis 1900. Sur les JO, on sent que la compétition va être compliquée. Les Allemands sont candidats. L'Italie, me dit-on, risque d'être candidat. Les Américains vont être candidats. Peut-être l'Afrique du Sud va être candidate. La France sort de 3 échecs aux Jeux Olympiques. Donc il faut faire attention à ce que voilà, ce ne soit pas l'échec de plus ou l'échec de trop. Et que voilà, on analyse bien l'intérêt d'en avoir 2, d'en avoir un, de se positionner de manière juste et efficace dans ce type de compétition. Vous pourriez être handicapé par le dossier des JO à Paris ? Vous craignez ? Non, nous on est sur d'autres ressorts. Donc moi je souhaite dans l'idéal, vous voyez, que tous les événements puissent avoir lieu. Bon, pour autant, attention à ne pas disperser nos atouts et notre énergie. Il nous reste 10 minutes, Jean-Christophe Fromentin. On va consacrer quelques-unes de nos minutes qui nous restent au permis de conduire, puisque vous proposez une réforme importante concernant le permis de conduire et qui va être à nouveau à l'agenda dans les propositions de loi formulées à l'Assemblée nationale en quelques semaines, fin novembre. Donc vous souhaitez instituer un permis probatoire délivré par un opérateur privé, c'est bien ça ? Oui, absolument. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, le permis ne marche pas. Il y a 2 millions à peu près de demandes de gens qui attendent à passer le permis de conduire. Il n'y a pas assez d'inspecteurs. Le coût du permis de conduire est extrêmement lourd à supporter. Si d'aventure vous ratez la première échéance ou le premier examen, le temps et le coût pour repasser le permis de conduire est rédhibitoire également. Donc le système ne marche pas. C'est un constat qui est partagé par beaucoup de gens. Ouais, votre solution, c'est des organismes privés. Voilà, alors ma solution est très simple, est de dire on maintient le corps des inspecteurs pour superviser notamment la conduite, mais on fait passer un examen probatoire par un organisme certificateur, comme le contrôle technique automobile par exemple. Et que là, pour le prix d'1 heure de conduite, 50 € à peu près, chacun, une fois qu'il a fait ses 20 heures, puisque les 20 heures c'est la norme européenne, peut solliciter un organisme certificateur qui, dans les 24 heures, lui fera passer cet examen probatoire. Gain de temps, gain probablement d'argent. Gain beaucoup d'argent, beaucoup de temps, pouvoir passer plusieurs fois le permis, tenter sa chance à différentes reprises, et dire, voilà, une fois obtenu avec l'organisme certificateur ce permis probatoire est valable 2 ans. Si pendant les 2 ans tout va bien, il est transformé automatiquement en permis définitif. Si pendant cette période probatoire, il y a le moindre incident, problème, contravention, infraction au code de la route, alors il est repassé par un inspecteur. Quelle probabilité a ce projet de passer à l'Assemblée nationale ? Écoutez, j'espère qu'il en a un maximum, vous voyez, puisqu'il est à l'ordre du jour. Oui, mais ça, c'est une réponse convenue. Mais... non, c'est une réponse convaincue, vous voyez. Mais non, je pense qu'en tous les cas, il est une contribution pour secouer un peu le cocotier, vous voyez, pour dire, les gars, bougez-vous un peu, parce que on nous annonce des solutions. Alors, il y a des petites sous-demi-mesures qui sont prises, comme baisser un tout petit peu la durée, gagner du temps, accroître un peu les flux. Mais on résout rien, quoi. On résout rien. Rappeler des retraités de la police pour faire passer le code, ça a été annoncé avant l'été. Oui, ça résout rien. Emmanuel Macron irait jusqu'à vous soutenir ? Écoutez, moi je démarre une série d'auditions des cabinets ministériels, du syndicat des inspecteurs, des syndicats d'auto-école. C'est dans 4 semaines à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ça vient d'être validé. Donc c'est là une PPL qui va être, non pas lettre morte, mais vraiment débattue en commission et dans l'hémicycle dans quelques semaines. Moi j'ai vraiment l'intention de mettre toute mon énergie à convaincre qu'il faut complètement renouveler le modèle, sans remettre en cause le rôle de l'État, le contrôle de l'État, mais en ayant un système extrêmement fluide. C'est l'argument des syndicats, mais la privatisation ne peut-elle pas introduire un objectif de rentabilité qui serait nuisible à l'examen au final ? C'est pas une privatisation. Une privatisation, c'est l'État qui dit, voilà, je fais une délégation de service public, je m'occupe plus de rien, il y a un organisme qui fait tout, et puis moi je passe à autre chose. Là, l'idée, c'est de dire, il y a un acteur nouveau, privé, effectivement, qui est introduit dans le système sous couvert du corps des inspecteurs d'auto-école et des permis de conduire. Et la plupart des pays européens sont dans des stratégies comme celle-là. Et pour autant, j'ai regardé de long en large et en travers les statistiques. Vous voyez, la France, dans son système, n'a pas de meilleurs résultats en termes de sécurité que des pays qui sont allés même beaucoup plus loin que ma proposition de loi en privatisant complètement. Donc je pense qu'il n'y a pas de corrélation. Il y a peut-être un réflexe un peu corporatiste qui est de dire il faut ménager notre profession, ce que je fais dans ma proposition de loi, mais il faut absolument avoir une solution un peu moderne.
pour libérer un peu ce permis de conduire et répondre à des milliers ou des centaines de milliers de jeunes. On dit qu'il y a en France près de 2 millions de personnes qui conduisent sans permis. Et il y a des gens pour qui le permis de conduire, c'est le passeport pour avoir un boulot. Il y a des gens qui sont à risque tous les jours parce qu'ils sont face à eux quelqu'un qui peut les percuter sans permis de conduire et donc sans assurance. Et donc on ne peut pas. Et il y a urgence sur ce sujet-là. C'est pour ça que je crois qu'il faut être aussi un peu audacieux sur un sujet comme ça. Il nous reste quelques minutes, Jean-Christophe Fromentin, pour aborder quelques actualités de la semaine dernière. On a envie de vous faire commenter cette annonce faite par François Hollande sur les mesures de simplification pour les entreprises et les particuliers. On parle de plusieurs milliards d'économies engendrées pour les entreprises. Est-ce que c'est enfin une mesure que vous saluez et vous applaudissez en pleine main ? Oui, moi je suis pour la simplification, Après, vous voyez, ce qui me dérange un peu, c'est que, et ça c'est la classe politique, c'est de faire des chocs de simplification. Théoriquement, à l'Assemblée nationale, on a le pouvoir de légiférer et de contrôler les politiques publiques. Moi, j'aimerais mieux qu'on ait justement en permanence une surveillance, une observation, un travail de contrôle des politiques publiques pour défaire tout ce qui ne marche pas ou tout ce qui est trop lourd en permanence, vous voyez, d'avoir une vitesse de croisière sur la simplification. C'est ce qui se met en place. Il y a un comité de suivi. Oui, vous n'y croyez pas? Non, mais c'est une mission de l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale a 2 missions constitutionnelles, légiférer et contrôler les politiques publiques. Je suis, moi, secrétaire du comité de contrôle des politiques publiques, mais malheureusement, vous voyez, ça représente 0,2% du temps parlementaire. Alors que, ce que je mets d'ailleurs dans mon livre, ça devrait représenter la moitié du temps parlementaire, ou une part très significative du temps parlementaire. Faire moins de lois et davantage contrôler. Et puis d'éliminer les lois qui ne fonctionnent plus, d'arrêter tous ces éléments dans les codes et dans les réglementations qui n'opèrent plus. Oui. Et je pense que c'est un travail au fil de l'eau, plus qu'un travail où à un moment on ouvre un chantier, on fait un choc, on fait des grandes annonces, et puis probablement dans 2 ans on sera passé à autre chose. Et on continuera à réempiler, on aura nettoyé un peu, mais on réempilera des nouvelles mesures, et il faudra faire un nouveau choc dans 10 ans. Voilà, essayons de trouver quand même un rythme de croisière un peu plus efficace sur ce genre de choses. Dimanche, M. Fromentin, il y a eu les manifestations d'hommage, appelons-les comme ça, à Rémi Fraisse, le manifestant qui a été tué sur le projet de barrage. Je ne vais pas vous parler des violences. Sur le fond de l'affaire, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'on abandonne un projet qui a été voté par des élus démocratiquement choisis? Moi, je suis très étonné de la concomitance des annonces. Il y a un drame, c'est un vrai sujet, ça mérite une enquête, etc. Et on est tous très préoccupés par finalement les causes et les tenants et aboutissants de ce drame. Et puis il y a un sujet, il y a le sujet d'un barrage, il y a le sujet d'un projet, il y a le sujet d'un élément d'aménagement du territoire. Et moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il a fallu ce drame pour que finalement tout le monde se réveille, le ministre, l'État, etc. Alors que ce barrage, théoriquement, il a passé toutes les étapes. Contrôle de légalité, avis de l'État, débat démocratique, recours. Voilà, donc la logique, c'est on le fait. Oui, ou alors l'inquiétude, c'est pourquoi, s'il n'est pas pertinent, personne n'a alerté avant. Pourquoi il faut la mort d'un jeune homme pour finalement se poser la question de l'utilité du barrage? Mais à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas eu mort d'homme, et j'espère qu'il n'y en aura pas. Ça veut dire on fait Notre-Dame-des-Landes. Et ça veut dire que justement, tout ça n'a pas trop de sens, si vous voulez. Notre-Dame-des-Landes, pareil, soit c'est un bon projet, il faut que l'État s'y colle maintenant. Il faut que l'État arrête de jouer le « j'ai rien vu, je ne sais pas quoi faire, on attend je ne sais pas quoi ». Oui, parce que dans votre belle carte de France des 8 pôles, là, moi je suis convaincu que c'est utile. Oui. Dans ma carte des 8 pôles, je dis justement, il faut connecter chaque territoire au reste du monde. Et il faut que chaque Français soit à moins d'1h30 d'une métropole connectée au monde. C'est une espèce de marqueur que je propose dans ma carte. Et donc, je suis convaincu que voilà, il y a la place pour 5-6 grands aéroports en France qui connectent. Ou, si on dit non, à ce moment-là, il faut repenser le schéma TGV, alors qu'on s'interroge sur le schéma TGV, pour dire qu'il faut que tous les Français soient à 1h30 de Roissy, ou d'Orly, ou d'un aéroport à Lyon, à Marseille, ou à Nice, ou ailleurs. Donc, c'est là où on manque de logique. Soit on a un aménagement du territoire, une connexion de la France avec le monde qui est forte d'un schéma, qui est un vrai schéma d'avenir, et à ce moment-là, les arbitrages se feront naturellement, soit on ne sait pas où on va. Et on a ce type d'attentisme sur Notre-Dame-des-Landes qui finit par coûter très cher. Ça va faire le même sujet que l'écotaxe. Parce que c'est quand même un chantier qui a été attribué, il y a un concessionnaire, il y a une DSP, et aujourd'hui, voilà, celui à qui a été attribué le marché, il voit que ça n'avance pas,
et ça chiffre des indemnités qu'il faudra un jour payer. Donc la non-décision va finir par nous coûter très cher. Dernière question, Jean-Christophe Fromentin. Aujourd'hui, Manuel Valls va instaurer le comité de suivi des aides publiques pour évaluer les contreparties au pacte de responsabilité et au CICE. Est-ce que c'est, selon vous, un organe utile ou est-ce qu'on est en pleine démagogie, selon vous? Oui, qu'est-ce qu'une contrepartie? Si une contrepartie, c'est embaucher tout de suite, attention, et la vie d'une entreprise, c'est d'abord reconstituer ses marges, alors qu'en France, nos marges sont moitié inférieures à celles d'autres pays européens et des pays de l'OCDE. Donc, reconstituer les marges pour repartir dans une perspective de compétitivité et de conquête, c'est une chose. S'il dit, les amis, moi je veux des résultats tout de suite sur l'emploi, il ne faut pas se leurrer, il y aura une tension et ça ne marchera pas. Donc, comité d'évaluation sur quels critères et avec quelle demande? C'est là où il y a, à mon avis, un flou qui risque de transformer ce comité en énième comité. Mais attention, si ça devient une sanction qui est uniquement sur les retours en termes d'emploi, on risque de se perdre. Parce que pour vous, aujourd'hui, les patrons jouent le jeu. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Si vous voulez, qu'est-ce que jouer le jeu? Ce qu'a l'air de dire le gouvernement, c'est de recruter tout de suite, d'être tout de suite compensé en termes d'emploi. Et c'est pas comme ça que ça marche une entreprise. Vous voyez. Pour reconquérir et refaire des emplois, il faut rebâtir une stratégie, il faut retrouver des marges de manœuvre pour innover, pour investir. Et puis ensuite, le moteur redémarre et à ce moment-là, il peut générer de l'emploi. Mais c'est pas cash comme ça, c'est pas direct. Ouais. Et c'est un peu quand même ce qu'on entend. Le rendez-vous, les emplois sont pas au rendez-vous. Attendez, laissez réamorcer le système. C'est du long terme, mais le gouvernement est pressé. Exactement, c'est un peu ça, une dissymétrie dans les échéances qui risque de générer un quiproquo dans ce genre de comité. Merci Jean-Christophe Fromentin, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous publiez aux éditions L'Archipel, La France réconciliée. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, dans Direct Politique. C'est un bon moment et des beaux échanges. Merci chers collègues. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Non, je dis une bêtise, on se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, l'émission n'a pas lieu puisque nous sommes le 11 novembre. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même endroit. À bientôt, restez connectés d'ici là.